Vérifiez absolument avant de vous marier. 90% des couples remariés divorcent à cause de cela. Je m'appelle Michel. J'ai 64 ans cette année. J'ai tenu mon petit bistrot de quartier pendant 30 ans. À la fin de l'année, à l'aube de la nouvelle, j'ai décroché le vieux calendrier accroché au mur. En accrochant le nouveau, je me suis murmuré. J'aimerais que cette année soit différente. La télévision diffusait les vœux du nouvel an. Les clients entraient et me saluaient. « Bonne année, Madame Michel, tous mes vœux. » Je leur répondais avec un sourire. « Que cette année vous apporte de belles choses. » Mais c'était étrange. Seul le calendrier avait changé, et je me sentais stupide d'avoir cru que le reste suivrait. Ma routine était la même, me lever à 5 heures du matin pour ouvrir, fermer à 9 heures du soir et rentrer chez moi. Surtout, le chemin du retour, seul, me semblait interminable. Je regardais les lumières des maisons et je pensais, dans ces maisons, des familles sont réunies pour le dîner. Personne ne m'attendait. Dans mon studio, quand j'ouvrais la porte, ce n'était que l'obscurité. J'ai tenu ce bistrot pendant 30 ans, seul. Je me suis marié une fois, mais ça n'a pas duré. Depuis, j'étais seul. Au début, ça allait. J'étais trop occupé pour penser à la solitude. Mais avec l'âge, cette question revenait de plus en plus souvent. Ne pourrais-je pas, moi aussi, compter sur quelqu'un? C'était un soir d'hiver. Il neigeait légèrement, les derniers flocons de la saison. Il y avait peu de clients, et je faisais la vaisselle quand la porte s'est ouverte. Un homme que je n'avais jamais vu est entré. Il avait quelques traces de neige sur son manteau. Il l'a enlevé sans un mot, l'a accroché au dossier d'une chaise, puis s'est assis tranquillement. « Que désirez-vous » j'ai demandé. « Une omelette, s'il vous plaît » a-t-il répondu d'une voix calme. Je lui ai préparé l'omelette et l'ai servie. Il a mangé en silence. Il ne regardait pas son téléphone. Il mangeait simplement, sans se presser. Alors que le bistrot se vidait, j'ai voulu ramasser une fourchette tombée et j'ai vacillé. Mon genou me fait un peu souffrir. À cet instant, l'homme s'est levé d'un bond et m'a retenu par le bras. « Vous allez bien » Maté, il demandait. Sa main était si chaude. « Oui, ça va, merci » ai-je répondu. Il m'a offert un sourire gêné avant de se rasseoir. C'était ma première rencontre avec Philippe. Le lendemain, il est revenu à la même heure, s'est assis à la même table et a commandé la même omelette. Puis le jour suivant, et encore celui d'après. Chaque soir, vers 20 heures, il arrivait ponctuellement, même table, même plat. Au bout d'une semaine, j'ai osé lui adresser la parole. « Vous prenez toujours la même chose » ai-je fait remarquer. Philippe a souri. C'est devenu une habitude, j'imagine. Ce soir-là, comme nous n'avions pas beaucoup de clients, je lui ai offert un café. « C'est pour moi » lui ai-je dit. Il a alors demandé « Pourrais-je vous en offrir un en retour ?» Nous avons bu le café ensemble et la conversation est venue naturellement. « Vous vivez seul ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Moi aussi, j'ai été marié, mais je suis seul maintenant. J'ai réglé ma situation avec mon ex-femme et mes enfants sont grands » a-t-il précisé. Je n'ai pas posé d'autres questions. Je n'avais aucune raison de douter de sa sincérité. Je me disais, à notre âge, pourquoi pas quelqu'un d'aussi réservé et respectable? Philippe parlait peu, mais sa présence n'était pas inconfortable. Au contraire, elle était apaisante. Il ne cherchait pas à se montrer trop amical, sans pour autant être froid. Il maintenait une juste distance, tout en restant toujours prévenant. Les jours de pluie, il attendait que je ferme pour me raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Sans un mot, son parapluie à la main, avant de s'éclipser discrètement. Les habitués commençaient à remarquer. « Madame Michel, vous avez meilleure mine ces temps-ci. Vous devriez avoir quelqu'un à vos côtés. » Maintenant, mes sentiments évoluaient malgré moi. C'était un sentiment différent de l'excitation de la jeunesse. Avant l'amour, c'est un sentiment de soulagement, de ne plus être seul qui a émergé. J'avais la certitude que Philippe serait là tous les soirs à 20 heures. À quel point cela pouvait être réconfortant. Je me disais, aujourd'hui, je ne suis pas seul, et mon cœur se réchauffait. Ce que j'ignorais, c'est que ce soulagement grandissant commençait à brouiller mon jugement. Ce soulagement a progressivement transformé ma vie. Grâce à mes rencontres avec Philippe, j'ai découvert la joie d'attendre quelqu'un. Chaque jour, après 10 à 9 heures, je regardais inconsciemment l'horloge. Plus l'heure approchait, plus mon cœur battait. Mais cette palpitation n'était pas l'excitation des romans d'amour. Elle ressemblait davantage au soulagement. Ah, aujourd'hui encore,
je ne serais pas seule. Philippe faisait preuve d'une constance remarquable. Il arrivait immanquablement à 20 heures, s'asseyait à sa place habituelle, commandait son omelette, la mangeait tranquillement, buvait un café, puis s'en allait. C'était devenu ma routine. Un jour, je lui ai demandé « Yaté, il y a une raison particulière pour laquelle vous venez toujours à la même heure ?» Philippe a réfléchi un instant et a dit « Chez moi, seul, c'est trop silencieux. Ici, il y a l'odeur de la vie. » À cet instant, il y a eu une connexion. Je ressentais la même chose. Le silence était insupportable quand je rentrais seul. Mais pendant le temps où Philippe était là, cette solitude disparaissait. Un mois plus tard, il pleuvait à torrents. Il y avait moins de clients que d'habitude. Mais Philippe est arrivé, comme toujours. Il était trempé. « Où avez-vous laissé votre parapluie ?» j'ai demandé. Il a ri. « Oublié dans le bus, je crois. » Je lui ai apporté une serviette. En le voyant s'essuyer les cheveux, une émotion étrange m'a traversé, j'avais l'impression de prendre soin de quelqu'un. J'avais oublié ce que c'était que de s'occuper de quelqu'un après 30 ans de solitude. L'heure de fermeture est arrivée, mais la pluie ne cessait pas. Philippe a dit « Je vais devoir attendre. Je n'ai pas de parapluie. » J'ai répondu « Prenez le mien. » Il a demandé « Et vous, comment ferez-vous ?»« Je prendrai un taxi, » ai-je répondu. Philippe a secoué la tête. « Allons-y ensemble. Je vous raccompagne. C'est la première fois que nous sommes rentrés ensemble. » Il a incliné le parapluie pour m'éviter d'être mouillé, laissant son épaule prendre la pluie. Mon cœur s'est réchauffé en voyant ça. Arrivé devant chez moi, il a dit « On se revoit demain à la même heure, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Oui, à demain. » Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la nuit. Dès le lendemain, l'atmosphère a changé. Quand Philippe arrivait, je lui préparais un café naturellement. Et quand il n'y avait pas de clients, nous nous asseyions ensemble pour discuter. « Que faisiez-vous quand vous étiez jeune ?» lui ai-je demandé. « J'étais fonctionnaire. J'ai pris ma retraite l'année dernière, après 35 ans. » a-t-il répondu. « Vous avez une pension, alors ?» « Oui, je m'en sors. » Philippe ne parlait pas beaucoup de lui. Il répondait aux questions, mais ne se confiait pas spontanément. Étrangement, cela ne me dérangeait pas. Au contraire, j'y voyais un signe de stabilité. Les habitués ont commencé à deviner. Ginette, surtout, m'a dit « Madame Michel, vous rayonnez ces jours-ci. Il se passe quelque chose de bien ?» J'ai souri pour esquiver, mais elle insistait. Quelques jours plus tard, Ginette nous a vus discuter. « Ah, Madame Michel a un amoureux », a-t-elle gloussé. « Mais non, c'est juste un client fidèle », ai-je protesté. « Allons donc, à votre âge, il est temps d'avoir quelqu'un à vos côtés. » Non seulement Ginette, mais d'autres habitués me disaient des choses similaires. « On est seul. C'est triste à notre âge. Cet homme a l'air bien, il est très digne. » Au début, j'étais gênée, mais à force de l'entendre, j'ai commencé à y croire. Philippe était vraiment attentionné, sans excès ni manque. Quand je portais quelque chose de lourd, il m'aidait naturellement. Si j'avais l'air fatigué, il s'inquiétait. « Vous avez eu une journée difficile, on dirait. » Un jour, j'ai attrapé un rhume et j'avais la voix cassée. Il est allé à la pharmacie et m'a rapporté des pastilles pour la gorge. Son air inquiet m'a touché. Au fil de ses petits gestes, je m'ouvrais de plus en plus à Philippe. Mais je n'étais pas sûre que ce soit de l'amour. C'était loin de la passion des films. C'était un sentiment de bien-être. Avec Philippe à mes côtés, je n'étais plus seule. Après 30 ans à tout gérer seule, c'était un tel réconfort d'avoir quelqu'un qui se souciait de moi. Même seule chez moi le soir, je n'étais plus aussi seule. La perspective de le revoir le lendemain me suffisait. Cette certitude, cette stabilité, était plus précieuse que l'amour. Une nuit, dans mon lit, j'ai réfléchi. Est-ce que j'aime Philippe ? La réponse n'était pas claire. Avant l'amour, il y avait le soulagement de ne plus être seule. Je n'ai pas vu que cette émotion grandissante commençait à masquer mon jugement. Le simple fait d'avoir quelqu'un pour apaiser ma solitude me suffisait, et je n'ai pas cherché à en savoir davantage. J'étais loin de m'imaginer que cela deviendrait un problème majeur plus tard. Ce soulagement m'a mené jusqu'au mariage. 6 mois après notre rencontre, Philippe m'a demandé timidement « Michel, et si nous nous marions ? Savez-vous ce que j'ai ressenti ? Avant l'excitation, c'est un « enfin » que j'ai ressenti. Un immense soulagement. L'idée de pouvoir échapper à la solitude me donnait l'impression que mon esprit s'éclaircissait. « Oui, j'aimerais bien », ai-je répondu. Un air de soulagement a traversé le visage de Philippe. À cet instant,
J'ai cru qu'il ressentait la même chose que moi, une recherche de compagnie plus que d'amour passionnel. Les préparatifs du mariage furent simples. Vu notre âge et le fait que nous nous remarions tous les deux, nous n'avions pas l'intention de faire de faste. Nous nous sommes contentés de signer les papiers à la mairie. Philippe m'a dit que ses enfants étaient au courant de notre mariage. « Comment ont-ils réagi ?» ai-je demandé. « Ils ont été un peu surpris au début, mais ils comprennent », a-t-il répondu. Je l'ai cru. Je n'avais aucune raison de douter. Après le mariage, Philippe a emménagé chez moi. Au début, c'était étrange d'avoir quelqu'un dans l'espace où j'avais vécu seul pendant 30 ans. Mais ce n'était pas désagréable. J'aimais rentrer et trouver la lumière allumée, et quelqu'un pour me dire « bienvenue ». Philippe aidait aux tâches ménagères. Il faisait la vaisselle et participait au nettoyage. Le soir, nous regardions la télévision ensemble et nous nous racontions nos journées. Un nouveau client est venu au bistrot aujourd'hui. Ah oui? Quel genre de personne? Ces conversations simples étaient un grand réconfort pour moi. Le premier mois a été merveilleux. J'avais l'impression d'avoir enfin une vraie famille. Le matin, Philippe était souvent déjà levé et avait préparé le café. Bien dormi? Me demandait-il en me tendant une tasse chaude. C'était le moment le plus heureux de ma journée. Même le travail au bistrot me paraissait plus facile. J'attendais avec impatience l'heure de la fermeture, car je savais que quelqu'un m'attendait. Les habitués remarquaient que j'étais plus joyeuse. Ginette était envieuse. Vraiment, on ne devrait pas vivre seul. Madame Michel, vous êtes complètement transformée. Mais au bout de 2 mois de mariage, des choses étranges ont commencé à se produire. Philippe a commencé à sortir plus souvent. Au début, il disait « Je dois sortir un moment pour les enfants ». Je comprenais, bien sûr. Quand on a des enfants, il y a parfois des imprévus. « Oui, allez-y », disais-je. Mais cette sortie hebdomadaire est passée à 2, puis 3 fois par semaine. L'excuse était toujours la même, un problème avec les enfants. Et il restait dehors 3 ou 4 heures à chaque fois. Un soir, vers 20 heures, il est sorti précipitamment. « Mon aîné a une urgence », m'a-t-il dit, en enfilant sa veste. Je me suis dit que c'était bizarre. Une urgence à 20 heures? Il est rentré à 11 heures passées cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. J'ai aidé mon fils à déménager, a-t-il répondu. Déménager si tard? Non, juste ranger quelques affaires, a-t-il précisé. L'explication était plausible, mais je sentais un malaise. Je n'ai rien dit de plus, de peur de paraître mesquine ou jalouse. Ces situations se sont répétées, il sortait pour les enfants et restait absent pendant des heures. Les raisons changeaient, aller à l'hôpital, le conseiller pour son travail, garder un petit enfant. Au début, je pensais qu'il était un bon père. Mais c'était trop fréquent, 4, 5 fois par semaine. Et dans ces moments-là, j'étais seule, comme avant le mariage. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Vous êtes beaucoup pris par vos enfants ces derniers temps. Philippe apparut un peu renfrogné. Oui, un peu. Je suis désolée, Michel. Non, c'est normal de s'occuper de ses enfants, ai-je dit. Mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Avant le mariage, il n'avait jamais mentionné qu'il était si occupé par ses enfants. Il avait dit que tout était réglé. Était-ce vraiment réglé? Plus étrange encore, Philippe éteignait souvent son téléphone avant de sortir. Si j'avais besoin de le joindre en urgence, j'entendais « Votre correspondant n'est pas disponible ». Une fois, j'ai senti une odeur de gaz au bistrot et j'ai essayé de l'appeler, sans succès. J'ai dû appeler la compagnie de gaz seule. Cette nuit-là, quand il est rentré tard, j'ai dit « Je n'arrivais pas à vous joindre. Ah, pardon, la batterie devait être à plat. » Je me suis dit « Est-ce que les gens laissent vraiment leur batterie se vider, surtout quand ils sortent pour des urgences familiales ?» Mais j'ai continué à me taire. Je ne voulais pas que quelques mois après le mariage, on en soit déjà au soupçon. J'ai essayé de faire preuve de compréhension. Avec le temps, ça ira mieux. Mais la situation empirait. Ses sorties étaient plus fréquentes, et même quand il était là, son esprit semblait ailleurs. Je lui parlais, et il répondait distraitement « Oui, ah, d'accord ». Je sentais la solitude d'avant le mariage revenir. J'étais seule, même quand il était à mes côtés. C'était bizarre. Nous vivions dans la même maison. Alors pourquoi me sentais-je encore plus seule? Malgré tout, je ne disais rien. L'excuse des enfants me calmait. Surtout, j'avais peur de me retrouver seule à nouveau. C'est cette peur qui me poussait à ignorer la vérité. La réalité m'a rattrapé un jeudi, 4 mois après le mariage. Il était environ 15 heures, et je prenais un thé avec Ginette. Elle a pris un air grave. « Madame Michel, je ne sais pas si je devrais vous dire ça.
Sa voix n'était pas la même. Elle était hésitante. J'ai eu un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ginette a soupiré et a commencé lentement. J'étais au marché Saint-Pierre hier pour acheter du poisson. Et j'ai vu Monsieur Philippe. Je n'étais pas surprise. Il allait parfois au marché. Oui. Et alors? L'expression de Ginette s'est assombrie. Il n'était pas seul. Il était avec une femme. Elle a marqué une pause, observant ma réaction. Et? Ma voix tremblait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Instinctivement, je savais que ce n'était pas une bonne nouvelle. Il y avait un enfant avec eux aussi. Un garçon, qui devait être à l'école primaire. Tous les trois avaient l'air d'une famille. Ils se tenaient la main, faisaient des achats. Mon esprit est devenu vide. Ma tasse de thé a vacillé dans ma main. Vraiment? Vous êtes sûr? Ginette a hoché la tête. Je ne pouvais pas me tromper sur Monsieur Philippe. C'était lui. Mais comment dire? Ils avaient l'air d'un vrai couple. Ils parlaient naturellement, tenaient la main de l'enfant. Où les avez-vous vus? Ai-je demandé d'une voix faible. Au rayon poisson. La femme demandait conseil à Monsieur Philippe pour le poisson. Et l'enfant disait « Papa, achète ça aussi. » Mon cœur s'est serré. Philippe avait dit que ses enfants étaient grands. Et là, un écolier l'appelait « Papa ?» Ginette a continué. J'ai cru que je m'étais trompée. Au début. Mais c'était bien lui. Je les ai suivis pour en être sûre. Vous les avez suivis? Ma voix tremblait encore plus fort. Oui, j'étais curieuse. Ils sont allés ensemble jusqu'au parking et sont montés dans la même voiture. Philippe au volant, la femme à côté et l'enfant derrière. J'étais incapable de répondre. Mon esprit était confus. Ginette a ajouté, prudemment. « Madame Michel, est-ce que Monsieur Philippe vous a dit qu'il était encore en contact avec son ex-femme? » « Non. Il a dit que tout était réglé. » ai-je murmuré. « Alors qui est cette femme et cet enfant ?» Je n'avais pas de réponse. Ginette s'est excusée. Je ne voulais pas vous causer de peine. J'ai beaucoup hésité à vous le dire. J'y ai réfléchi toute la nuit. Non. Merci de me l'avoir dit. Mais honnêtement, j'aurais préféré ne rien savoir. Ce soir-là, Philippe est rentré comme d'habitude. Il m'a souri. « Comment s'est passée votre journée ?» Il était le même. Mais mes yeux le voyaient différemment. Pendant le dîner, les mots de Ginette résonnaient dans ma tête. Philippe m'a demandé « Pourquoi ce repas est-il moins bon aujourd'hui ?» D'habitude, j'aurais dit « J'ai dû oublier le sel. » Mais cette fois, j'ai demandé « Où êtes-vous allé hier ?» Philippe a posé ses couverts et m'a regardé. « Hier? J'étais à la maison? Même dans l'après-midi ?» ai-je insisté. « Ah, je suis sorti un moment dans l'après-midi. » Quel était le problème? Exactement. J'ai demandé, exigeant des détails. Philippe a hésité, puis a répondu « J'aidais mon aîné à déménager. » À cet instant, l'image décrite par Ginette m'est revenue, la famille faisant les courses au marché, l'enfant qui l'appelait « Papa ». Je n'ai plus pu me contenir. « Philippe, j'ai quelque chose de très important à vous demander. » Ma voix tremblait. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Son visage s'est légèrement figé. « Êtes-vous allé au marché Saint-Pierre hier ?» J'ai demandé sans détour. Son visage s'est durci. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Ce silence était une réponse. « Quelqu'un m'a vu, apparemment ?» A-t-il soupiré. « Donc, vous y êtes allé ?» ai-je voulu confirmer. « Oui, j'y suis allé. » Il a hoché la tête. « Mais ne vous méprenez pas. »« Me méprendre ? Sur quoi ?» Ma voix montait. Philippe s'est empressé d'expliquer. « J'étais avec mon ex-femme et mon fils. » Oui, mais il y avait une raison. L'enfant était malade, et mon ex-femme ne savait pas où aller. J'ai juste voulu l'accompagner. « Alors pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» ai-je protesté. Je craignais un malentendu. « Ce n'est rien, vraiment. J'ai juste fait mon devoir. » L'entendre parler de « faire son devoir » m'a interpellé. Si tout était réglé, pourquoi devait-il encore faire son devoir? Si l'enfant était malade, son ex-femme ne pouvait-elle pas y aller seule? Elle est dépassée quand elle est seule. C'est normal que je l'aide, a dit Philippe. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Régler et finir sont deux choses différentes. Philippe, au début, vous m'avez dit que tout était réglé avec votre ex-femme. J'ai parlé calmement. Régler, ça veut dire que nous sommes divorcés légalement. Mais on ne peut pas couper les ponts complètement à cause des enfants. En entendant cela, je me suis senti trahi. Pour moi, régler signifiait
que la relation était terminée. Pour Philippe, cela signifiait simplement qu'ils étaient légalement divorcés. « Et donc, vous allez continuer à la voir ?» ai-je demandé. « Je serai obligée de la voir à cause des enfants. » Mais ce n'est rien d'autre. Il disait « rien d'autre ». Mais Ginette avait vu une famille tout à fait normale, d'un naturel et d'une aisance incroyable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Philippe ronflait paisiblement à côté de moi, mais mon esprit était en ébullition. Les paroles qu'il avait prononcées avant le mariage me revenaient en tête. Tout est réglé avec mon ex-femme. Mes enfants sont grands. La réalité était différente. Il était toujours en contact avec son ex-femme, son enfant était un écolier, et il était assez proche pour l'accompagner à l'hôpital. J'ai compris à ce moment-là le fossé entre ce que je voulais croire et la réalité. Tout est réglé n'est pas synonyme de « c'est vraiment fini ». Après cette prise de conscience, j'ai vu Philippe d'un autre œil. Des choses que j'avais ignorées auparavant prenaient un autre sens. Quelques jours plus tard, il m'a annoncé qu'il sortait à nouveau. Mon fils a besoin d'acheter des fournitures scolaires. Il m'a demandé de l'accompagner. Cette fois, je n'ai pas laissé passer. Pourquoi son ex-femme ne peut-elle pas y aller seule ? Ai-je demandé. Philippe a paru embarrassé. Elle ne sait pas quoi acheter, paraît-il. J'étais sidéré. Appeler son ex-mari pour acheter des fournitures scolaires pour un élève du primaire ? Philippe, vous ne trouvez pas ça bizarre ? Pourquoi la mère ne pourrait-elle pas acheter des fournitures ? Ai-je insisté. Son ton est devenu irritable. Michel, ne soyez pas si susceptible. Elle a juste demandé de l'aide. À partir de là, l'ambiance entre nous a changé. Il continuait à sortir, et je continuais à me sentir mal à l'aise. Un cercle vicieux. 1 mois plus tard, un problème plus grave est apparu. Philippe a évoqué les finances. Michel, nous devons ajuster un peu les dépenses ménagères. Il a abordé le sujet délicatement un soir. Ajuster ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'étais perplexe. Nous avions convenu de vivre chacun avec notre argent et de partager les dépenses communes. Je dois augmenter la pension alimentaire. Les frais de scolarité augmentent, et elle a de plus en plus de dépenses. It's not the case. À cet instant, j'ai eu comme un choc. Il avait dit que ses enfants étaient grands, et voilà qu'il voulait augmenter la pension alimentaire. Philippe, vous m'avez dit que vos enfants étaient grands, ai-je protesté. Les aînés sont grands, oui, mais le petit dernier est encore jeune. Il bredouillait. C'était la première fois que j'entendais parler d'un « petit dernier ». Il n'avait jamais été précis sur ses enfants. Quel âge a le petit dernier ? 11 ans. 11 ans ? C'est un élève de CM2. Est-ce cela qu'il appelait grand ? J'étais abasourdi. Et de combien devez-vous augmenter la pension ? Ai-je demandé, en me retenant. Environ 500 € de plus par mois. La colère a monté en moi. Notre budget commun était d'environ 1 000 € et il voulait donner la moitié de cette somme en supplément à son ex-femme. Et comment allons-nous faire pour nos dépenses ? Ai-je demandé. Je pensais que vous pourriez contribuer un peu plus, Michel. Votre bistrot fonctionne bien, non ? J'étais stupéfaite. Il me demandait de payer la pension alimentaire pour les enfants de son ex-femme. Philippe, ce n'est pas juste. Pourquoi devrais-je payer la pension pour les enfants de votre ex-femme ? J'ai haussé le ton. Michel, vous ne devriez pas dire ça. Nous sommes une famille maintenant. Vous devriez considérer mes enfants comme les vôtres. Entendre le mot « famille » m'a encore plus irrité. Si nous étions une famille, n'aurait-il pas dû être honnête dès le début, me dire que son fils avait 11 ans et qu'il y aurait toujours une pension à payer ? Vous m'avez menti, Philippe. Vous avez dit que vos enfants étaient grands. Ai-je protesté. Je n'ai pas menti. J'ai pensé que ce n'était pas important. Je pensais que je gérerais ça avec mon propre argent. Alors, pourquoi me demandez-vous soudainement de contribuer ? Philippe a hésité, puis a répondu. Irrité. Ma pension ne suffit plus. Mon ex-femme n'arrête pas de me demander d'augmenter la pension. Mes soupçons étaient confirmés. L'une des raisons pour lesquelles Philippe s'était marié avec moi était d'ordre économique. Cette nuit-là, nous avons eu une violente dispute. J'ai refusé de payer la pension pour ses enfants. Il a insisté sur le fait qu'une famille devait comprendre. Mon enfant passe avant tout. Vous devez le comprendre, Michel. Cette phrase m'a transpercé le cœur. Mon enfant passe avant tout. Alors, moi, quelle était ma place dans ses priorités ? J'ai compris à cet instant que pour Philippe, je n'étais pas une épouse, mais simplement quelqu'un avec qui il vivait, quelqu'un qui pouvait l'aider financièrement. Les incidents similaires ont continué. Quand son fils aîné a eu besoin de frais de scolarité pour se préparer à un emploi, quand son ex-femme a eu besoin d'argent pour une opération,
On me demandait toujours de l'aide. « Michel, aidez-moi un peu, je vous le rendrai. » Mais il ne me l'a jamais rendu. Ce qui me mettait le plus en colère, c'était la façon dont il prenait les décisions importantes. Philippe consultait toujours son ex-femme et ses enfants en premier. J'étais souvent la dernière à le savoir. Une fois, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me voir le week-end, car il devait aider son fils à déménager. Or, je l'ai croisé par hasard près de chez nous. Il déchargeait des cartons avec son ex-femme et ses enfants. Ils avaient l'air d'une famille unie. Je les ai observés de loin et j'ai eu mal au cœur. Qu'est-ce que je représente pour Philippe? Le soir, il est rentré, épuisé. J'ai eu une journée très difficile. J'ai dit « Je suis passé à côté. Je vous ai vu. » Son expression s'est figée. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'aurais pu vous aider. »« Je ne voulais pas vous fatiguer, Michel. » A-t-il répondu, mais je savais la vérité. Il ne voulait pas que je m'immisce dans son temps passé avec son ex-femme et ses enfants. À partir de là, j'ai compris. Pour Philippe, son ex-femme et ses enfants étaient la vraie famille. J'étais juste une personne avec qui il vivait, pour des raisons pratiques. Dans les moments cruciaux, j'étais toujours la deuxième, voire la dernière. Un jour, il m'a dit « La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon ex-femme. Je dois dîner avec eux. » J'étais outré. « Pourquoi devez-vous fêter l'anniversaire de votre ex-femme » ai-je demandé. « Les enfants le veulent. Ils veulent un repas de famille. » Le mot « famille » a été comme un coup de poignard. « Et moi, alors? Je ne suis pas la famille ?» j'ai demandé. « Vous n'avez pas besoin de venir, Michel. C'est juste avec les enfants. » Il a dit « Les enfants. » Mais il avait mentionné son ex-femme. J'étais exclu. Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi. Après 6 mois de mariage, je n'étais pas devenue la véritable famille de Philippe. J'avais le titre d'épouse, mais je n'étais qu'une compagne, une aide financière. Le plus important pour Philippe restait son ex-femme et ses enfants. Même avec toute ma compréhension, mon rang ne changerait jamais. J'étais toujours la deuxième, ou bien loin derrière. Après avoir réalisé que j'étais toujours la deuxième, l'atmosphère de la maison est devenue glaciale. Philippe et moi vivions sous le même toit, mais nous parlions de moins en moins. Il continuait de sortir à cause des enfants, et j'avais de plus en plus de mal à supporter d'être seule. Un soir, il y a eu l'explosion finale. Philippe m'a annoncé qu'il sortait à nouveau. Mon ex-femme doit aller en urgence à l'hôpital. Elle m'a demandé de garder l'enfant. J'ai explosé. « Philippe, vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi vous appelle-t-elle à chaque fois qu'elle est malade? N'a-t-elle pas d'autres amis ou de la famille? Michel, pourquoi êtes-vous si susceptible? Je l'aide, c'est tout. » Son ton était irrité. « Vous ne faites pas que l'aider. Vous jouez toujours le rôle de chef de famille auprès d'elle. » ai-je crié. « Et alors? Ce sont mes enfants. C'est normal que je m'en occupe. » Philippe s'est mis en colère. « Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis pour vous? » J'ai hurlé. Philippe a hésité, puis a dit froidement « Vous êtes mon épouse, Michel. Mais si vous ne pouvez pas comprendre mes enfants, je ne peux rien faire. » J'ai compris. J'étais une épouse sous condition. Une épouse seulement si je comprenais ses enfants, si j'aidais financièrement et si je ne créais pas de problème. « D'accord. Alors je ne vais plus comprendre. » ai-je dit, catégorique. « Et qu'allez-vous faire » a-t-il demandé, d'un air de défi. « On se sépare. » ai-je dit. Les deux, nous sommes restés silencieux. Philippe m'a regardé, surpris. « Quoi? On se sépare. Commençons par une séparation, puis nous divorcerons. » ai-je répété clairement. Il m'a longuement regardé, a soupiré. « Si c'est ce que vous voulez, faites-le. » En le voyant accepter si facilement, j'ai été certaine. Il n'a même pas essayé de me retenir. S'il m'avait vraiment aimé, il aurait paniqué. Il m'aurait supplié, mais il a accepté sans effort. Cette nuit-là, Philippe a fait ses valises et est parti. « Prenons quelques jours pour réfléchir, » m'a-t-il dit. Mais je savais la vérité. Il était reparti chez son ex-femme, et il était redevenu le membre de cette famille. La maison, restée seule, était étrangement silencieuse. J'y avais vécu avec Philippe pendant 6 mois, mais j'avais été seule la plupart du temps, donc cela n'aurait pas dû être très différent. Pourtant, je me sentais plus désolée. La première nuit, j'ai pleuré. J'étais amère et frustrée par la fin de ce mariage. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, j'en voulais à Philippe. Surtout, je me sentais misérable de me retrouver seule. La deuxième nuit, la colère a fait surface. J'étais furieuse qu'il m'ait menti depuis le début, qu'il se soit servi de moi.
Comment une personne peut-elle être ainsi? La troisième nuit, d'autres émotions ont commencé à émerger. J'ai eu l'impression que le poids qui m'oppressait se dissipait. Le silence de la maison, après le départ de Philippe, me calmait. Une semaine plus tard, Philippe m'a appelé. « Michel, rencontrons-nous pour en parler. » Je l'ai rencontré. Une petite lueur d'espoir subsistait. Peu. Être qu'il allait admettre ses erreurs et promettre de changer. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Philippe était le même. « Michel, recommençons. Je ferai plus attention. »« Comment ferez-vous attention ?» ai-je demandé. « Je vous préviendrai quand je devrai sortir pour les enfants, et je réduirai le temps passé avec eux. » En entendant cela, j'ai été déçu. Il ne comprenait toujours pas le problème. Il gardait la priorité pour son ex-femme et ses enfants, et me demandait simplement de la patience. « Philippe, ce n'est pas ça le problème. Mais alors, quel est le problème? Vous vivez toujours avec la famille de votre ex-femme. Vous m'avez épousé, mais votre cœur est resté là-bas. » J'ai été franche. Ce n'est pas ça. Ce n'est qu'un sens des responsabilités. Si c'est juste le sens des responsabilités, vous n'avez qu'à payer la pension. Pourquoi devez-vous l'accompagner à l'hôpital, l'aider à déménager et fêter les anniversaires? Philippe n'a pas su répondre. J'ai compris. Philippe n'avait pas rompu avec son ex-femme. Il était juste éloigné d'elle temporairement. Et moi, j'avais servi à combler le vide. « Philippe, divorçons. » J'ai prononcé mon dernier mot. « Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ?» a-t-il demandé. « Oui, c'est certain, maintenant. » Philippe a soupiré et a hoché la tête. « D'accord, on fera les démarches. » En rentrant, j'ai ressenti un sentiment étrange. Au lieu de la tristesse ou du regret, il y avait le soulagement. Comme si un poids énorme s'était envolé. Cette nuit-là, j'ai réfléchi dans mon lit. Pourquoi m'étais-je accroché à ce mariage? La réponse est vite venue. Ce n'était pas l'amour. C'était la seule peur d'être seul. Je ne me suis pas accroché à ce mariage par amour, mais par peur de me retrouver seul. Quand j'ai compris ça, tout s'est éclairci. Le sentiment que j'avais eu avec Philippe n'était pas de l'amour, mais du soulagement. Le soulagement de ne pas être seul. La sécurité d'avoir quelqu'un à mes côtés. Telle était la nature de l'amour que j'avais confondu. Si j'avais vraiment aimé, j'aurais eu plus de peine quand j'ai appris ces mensonges. J'aurais été plus en colère quand il m'a relégué au second plan. J'avais juste été déçu. Avec cette prise de conscience, mon cœur s'est allégé. Ce que j'avais perdu n'était pas l'amour, mais un réconfort contre la solitude. Et ce réconfort me rendait finalement encore plus malheureuse. La procédure de divorce a été simple. Nous étions d'accord. Philippe n'a jamais dit « je suis désolé ». Il pensait probablement n'avoir rien fait de mal. Nous avons signé les papiers au même endroit que le mariage. En signant le document, j'ai ressenti un grand apaisement. C'était enfin fini. Le dernier mot que j'ai dit à Philippe en partant fut « Prenez soin de vous ». C'est tout. 6 mois de mariage, et c'est tout ce que nous avions à nous dire. C'était absurde, mais je ne regrettais rien. Au contraire, j'étais soulagé. J'avais compris la leçon avant qu'il ne soit trop tard. Mieux vaut vivre seul et dignement que d'être avec la mauvaise personne, par peur de la solitude. Cette nuit-là, en rentrant, j'étais vraiment seul, légalement et effectivement. Pourtant, curieusement, je ne me sentais pas seul. J'étais libre. En rentrant, j'ai réalisé la solitude. J'ai rangé les quelques affaires de Philippe, sa brosse à dents, quelques vestes. Il n'y avait presque rien. 6 mois de vie commune. Et il ne s'était pas vraiment installé dans cette maison. Pas seulement son cœur, mais ses affaires aussi. En rangeant le coussin de canapé où il s'asseyait, je me suis dit « c'est vraiment fini ». Et avec cette pensée, ce n'était pas la solitude, mais le soulagement qui est venu. Les premiers jours, c'était étrange. Rentrer et trouver la lumière éteinte était normal, mais cela me rendait mélancolique. Je devais me réhabituer à manger seul. Il n'y avait personne pour me demander « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Bonne nuit ». Mais après quelques jours, j'ai trouvé ce silence pas si mal. Quand Philippe était là, je devais toujours faire attention, savoir quand il sortait, quand il rentrait, quelle était son humeur. J'étais épuisé d'avoir à deviner. Seul, ce stress avait disparu. Le changement le plus évident, c'était mon sommeil. Avec Philippe, je ne dormais jamais profondément. J'étais toujours à moitié réveillé, craignant un appel ou une sortie urgente. Seul, je pouvais dormir à poings fermés. Me lever était différent aussi. Je me réveillais quand je voulais,
sans avoir à faire attention à Philippe, et je préparais le petit déjeuner que je voulais. Mon café, fort, et mon pain grillé, croustillant, exactement comme j'aimais. Je ne savais pas que ces petites choses étaient si précieuses. J'ai pu me concentrer à nouveau sur mon bistrot. Quand Philippe était là, une partie de mon esprit était toujours inquiète. Que fait-il? Où est-il parti? Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Seul, le travail est redevenu un plaisir. J'ai eu envie de développer de nouveaux plats, de changer un peu la décoration. 30 ans de métier, et j'ai retrouvé une nouvelle source de plaisir. Les habitués ont remarqué mon changement. Ginette a été la première. « Madame Michel, vous êtes plus joyeuse ces temps-ci. Quelque chose de bien s'est passé. » J'ai hésité sur la réponse. Dire que j'avais divorcé était délicat. « Oh, je suis juste plus sereine ces derniers temps. » J'ai répondu vaguement. « Ah bon, mais on ne voit plus Monsieur Philippe. » Ginette a posé la question sans détour. « Nous nous sommes séparés, » ai-je dit, calmement. Ginette a été choquée. « Quoi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose ?» On ne s'entendait pas. La vie conjugale, ce n'est pas facile. Je ne voulais pas donner de détails. Ginette a dit « Inquiète, vous allez bien? Vous n'êtes pas seule? » Au début, un peu, mais maintenant ça va. C'est même plus facile. J'ai été honnête. « Vraiment? Moi, je mourrais d'être seule, » a dit Ginette, étonnée. Je pensais la même chose avant, que je ne supporterais pas d'être seule. Mais une fois seule, ce n'était pas ça. Bien sûr, il y avait des moments de solitude, mais la liberté était plus grande. 2 mois après le divorce, j'ai ressenti un grand changement. Mon temps était entièrement à moi. Avec Philippe, je devais toujours m'adapter à son emploi du temps. Je ne pouvais rien planifier sans savoir quand il sortirait. Maintenant, je pouvais décider de tout. Qu'allais-je faire le week-end, le soir? Je suis allé au cinéma après la fermeture. J'ai revu des amis de longue date. J'ai particulièrement ressenti le changement en revoyant mes amis. Avec Philippe, j'étais prudente avec mes amis. J'avais peur qu'il m'appelle en urgence. Je ne pouvais pas me détendre. Maintenant, je pouvais passer du temps avec eux sans me soucier de l'heure. Je pouvais rire de bon cœur, parler de moi à mon aise. Mes amis ont remarqué le changement. « Michel, tu as changé. Tu as l'air tellement plus apaisé. » J'étais vraiment heureuse d'entendre ça. De nouvelles idées ont fleuri pour mon bistrot. Quand j'étais avec Philippe, mon esprit était trop encombré pour penser à ça. Une fois mon esprit apaisé, les idées créatives sont venues naturellement. J'ai ajouté de nouvelles garnitures au menu. J'ai discuté plus chaleureusement avec les habitués. Avant, mon esprit était ailleurs, à cause de mes inquiétudes. Maintenant, je pouvais apprécier les conversations avec les clients. Un jour, un jeune client m'a dit « Madame, votre soupe est vraiment délicieuse. » D'habitude, j'aurais dit un simple « Merci ». Mais ce jour-là, j'étais si contente que je lui ai demandé « Dites-moi en plus. Qu'est-ce qui vous plaît ?» J'ai pris plaisir à parler de cuisine avec lui. 30 ans de cuisine. Et je n'avais pas eu une conversation aussi amusante depuis longtemps. J'ai recommencé à décorer ma maison à mon goût. Avec Philippe, je n'osais rien changer, de peur qu'il ne soit pas à l'aise. Maintenant, j'ai mis des rideaux de ma couleur préférée, un diffuseur de mon parfum favori, des tableaux que j'aimais. Ce n'était que de petits changements, mais la maison est redevenue mon espace. Avec Philippe, ce n'était pas notre maison. C'était juste une maison où nous vivions ensemble. J'ai passé plus de temps à lire le soir. Avec Philippe, j'avais du mal à me concentrer, craignant qu'il ne me parle ou qu'un coup de fil arrive. Maintenant, personne ne me dérangeait. J'ai retrouvé le plaisir de cuisiner. Philippe ne s'intéressait pas beaucoup à la nourriture, me disant « C'est bon, même si c'est fait à la va-vite. » Maintenant, je cuisinais avec soin, juste pour moi. J'ai retrouvé la joie de manger la nourriture que j'aimais, préparée à mon goût. 2 mois après le divorce, j'ai eu une certitude en me retrouvant seule. Je reprenais mon souffle. Avec Philippe, j'avais toujours eu l'impression d'être écrasée par quelque chose. Maintenant, ce poids avait disparu. Le plus grand changement, c'est que je m'étais retrouvée. En essayant de m'adapter à Philippe, j'avais oublié qui j'étais. Seule, j'ai pu retrouver ma vraie nature. J'étais de bonne humeur le matin. J'étais enthousiaste à l'idée de planifier ma journée comme je voulais. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Bien sûr, il y avait des moments de solitude, surtout le soir, quand je fermais le bistrot et que je rentrais. Mais cette solitude n'était plus la même qu'avant.
Elle n'était pas lourde et accablante, mais calme et acceptable. Et surtout, j'ai eu la certitude que je pouvais me débrouiller seule. J'ai réalisé que je pouvais être heureuse sans être avec quelqu'un. Ce changement d'état d'esprit a été le plus grand bénéfice. Après avoir eu la certitude que je pouvais être seule, j'ai repensé à ma vie. L'échec de mon mariage avec Philippe n'était pas juste de la malchance. 6 mois après le divorce, Ginette m'a proposé un autre homme. « Madame Michel, j'ai quelqu'un de bien. Vous devriez le rencontrer. » Avant, je l'aurais fait, juste au cas où. Je ne supportais pas la solitude, mais cette fois, c'était différent. « Ginette, merci, mais ça ira pour l'instant. » J'ai refusé poliment. « Pourquoi? Vous êtes seule, vous allez vous ennuyer. » Ginette ne comprenait pas. « Je suis seule, oui, mais c'est mieux que d'être avec la mauvaise personne. » J'ai été honnête. Ginette m'a regardée, étonnée. « Madame Michel, vous avez beaucoup changé. Avant, vous détestiez être seule. » C'était vrai. J'ai réfléchi à ce que j'aurais dû vérifier avant d'épouser Philippe. Premièrement, la vérité de ses paroles. J'ai cru qu'il était réglé et que ses enfants étaient grands. Je n'ai pas cherché à vérifier. Je voulais y croire, par peur d'être seule. Deuxièmement, ses priorités. J'aurais dû savoir ce qui était le plus important pour lui et quelle était ma place. Je me suis mariée sans vérifier ça. Troisièmement, s'il était prêt pour une nouvelle relation, s'il avait vraiment fait le ménage dans son passé pour commencer une nouvelle vie. Il n'était pas prêt, et je ne l'ai pas vu. Tout ça, je ne l'ai pas vérifié. Ou, pour être plus précis, je n'ai pas voulu vérifier. J'ai délibérément fermé les yeux, craignant de découvrir une vérité inconfortable. Quelques jours plus tard, Ginette est revenue avec un autre client. Il parlait des remariages. Il y a beaucoup de remariages, ces jours-ci, mais encore plus de divorces, disait Ginette. Oui, dans mon quartier, une personne s'est remariée et a divorcé 1 an après, a ajouté l'autre. En les écoutant, je me suis dit, pourquoi y a-t-il autant de divorces dans les remariages? C'est peu, être parce qu'on ne fait pas les vérifications nécessaires comme moi. Les raisons de mon échec avec Philippe étaient claires. Son passé n'était pas réglé, et je ne l'ai pas vérifié. Un jeune couple est venu au bistrot. Leur regard était tendre. Je me suis demandé si Philippe et moi avions déjà eu ce regard. Jamais. Notre union était basée sur la commodité plutôt que sur l'amour, uniquement pour apaiser notre solitude. Une telle relation ne pouvait pas former une vraie famille. J'ai croisé Philippe dans la rue, 8 mois après le divorce. Il était le même. Il marchait seul, au téléphone. J'ai entendu sa voix. « Oui, d'accord, je m'occupe des affaires de l'école. Ne t'inquiète pas. » Il parlait probablement à son ex-femme. Il continuait sa vie, la même. J'ai ressenti un grand soulagement. J'étais vraiment heureuse d'avoir rompu avant qu'il ne soit trop tard. Il ne m'a pas vue. Je n'ai pas dit un mot. Il n'y avait aucune raison d'être gênée. Je l'ai laissé passer, et mon cœur était en paix. Cette nuit-là, j'ai réfléchi. Si je devais rencontrer quelqu'un à nouveau, comment devrais-je faire? Le plus important est de vérifier si le passé de l'autre est réellement réglé. Pas seulement en parole, mais en acte s'il communique avec son ex-conjoint. À quelle fréquence? Pourquoi? S'il a des enfants, comment il participe à leur éducation? Et je dois savoir quelle est ma place dans ses priorités. L'épouse doit être la priorité. S'il n'est pas prêt à ça, il ne faut pas se marier. Un autre point important est l'aspect financier. Il faut savoir quelle est sa responsabilité financière envers son ex-famille et comment cela affectera le nouveau mariage. Si on l'apprend plus tard, comme moi, c'est trop tard. Mais le plus important, c'est de voir s'il a la volonté de faire le ménage dans son passé pour la nouvelle relation. Pas juste en parole, mais en effort concret. Si l'on ne vérifie pas ça, on finit comme moi. La statistique des 90% de divorces dans les remariages n'est pas un hasard. C'est parce que les gens ne vérifient pas correctement. Je suis sûre d'une chose maintenant, ce qu'il faut vérifier avant un remariage, ce n'est pas à quel point l'autre nous aime. Mais si sa vie est vraiment réglée, l'amour peut naître et changer avec le temps. Mais un passé non réglé crée des problèmes sans fin. Surtout pour les remariages, on est plus âgé. On ne peut pas se fier aveuglément à l'amour comme dans la jeunesse. Il faut être plus réaliste et lucide. Certains diront que ce n'est pas romantique. Mais je sais maintenant que le vrai romantisme, c'est une relation qui repose sur des bases solides. Le véritable amour ne peut pas s'épanouir dans une relation fragile.
Ma conclusion est la suivante. La romance est une affaire d'émotion, mais le mariage doit être un choix réfléchi, surtout pour un remariage. Si quelqu'un me demande conseil, je lui dirai « Ayez une relation ». Mais avant le mariage, vérifiez absolument si le passé de cette personne est vraiment réglé. Si vous serez la priorité numéro 1 et quelles seront les charges financières. Si vous ne vérifiez pas cela, vous finirez par divorcer, comme 90% des couples remariés, et le processus ne fera qu'aggraver la blessure. Je suis plus à l'aise seule, maintenant. Si je rencontre quelqu'un, je prendrai mon temps. Je ne suis plus pressée. Et je n'ai plus besoin de faire un mauvais choix à cause de la solitude. Je peux avoir une relation, mais le mariage sera un choix mûrement, très mûrement réfléchi. C'est la plus grande leçon que j'ai tirée de mon échec avec Philippe. Ce qu'il faut vérifier absolument avant de se marier, c'est ceci: est-ce que le passé de l'autre est vraiment réglé?